Bonjour. Alors avec ce tableau, il n'y a plus qu'à faire le boulot, hein, comme on dit chez moi. Et à propos de boulot, permettez-moi d'introduire ce thème qui est si cher à mon cœur. Ça fait 30 ans que j'exerce dans l'activité du droit du travail, donc du travail, et que dans le fond, on a toujours du mal à s'approcher de ce dont on parle. En fait, on a toujours du mal à définir ce que travailler veut dire. Et de nos jours, la question se pose de manière totalement inédite. Elle se pose de manière totalement inédite au point que, il me semble qu'au milieu des marées de crise que notre société traverse, depuis la crise de la démocratie politique, en passant par la crise de l'école, la crise du consommateur, la crise de tout le monde, bref, la crise du travail, la réflexion sur le modèle que l'on veut, sur la société du travail que nous souhaitons, n'est pas un sujet qui est abordé de manière collective. Et donc, il m'apparaît important de souligner ici que face à ces turbulences, à ces déflagrations, je dirais, eh bien, que la réflexion sur, dans le fond, la manière d'agir dans le cadre d'un pacte social renouvelé s'établisse. Ah, c'est sûr, on parle des retraites. À l'âge de la retraite, voilà un sujet. Mais le reste ? On parle aussi du télétravail. On va y revenir assez largement, mais voilà, deux éléments passionnants. Mais en quoi sont-ils liés face au mode d'expression du travail qui se multiplie et qui ruine en réalité notre système de référence qui était le nôtre jusqu'à présent ? Je reviens un peu en arrière. Le XXe siècle a été bâti autour de la figure efficiente, efficace et centrale du contrat de travail à durée indéterminée, sous-entendu contrat éternel, et sous-entendu adossé à une ancienneté à l'aune de laquelle on acquiert des droits et qui permet à son titulaire d'avoir un véritable passeport pour un projet, pour sa vie, comme le dit si joliment Thierry Pêche. Magnifique. 37 ans et demi de labeur, des promotions au gré des carrières, médaille du travail, canne à pêche et la retraite. Et ça, c'est notre figure. C'est tellement vrai que le Code du travail qui définit ni le contrat de travail, ni le lien de subordination, il a oublié, pourtant, il a oublié cet article. Mais il dit quand même que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale du travail. Donc il est normal que les politiques, les pouvoirs publics, les commentateurs se repèrent par rapport à cette fameuse figure. Mais cette figure du titulaire du CDI, 9h, 5h, une éternité, eh bien ça fait belle lurette qu'elle n'existe plus. Ça fait belle lurette que les fameux contrats atypiques ont pris le dessus en quelque sorte. Et je ne parle même pas du surgissement de cet irritant qu'est l'auto-entrepreneur, travailleur de plateforme, qui n'est en réalité qu'un irritant révélateur de ce que notre société n'est pas faite pour autre chose que le contrat de travail. Mais plutôt que de s'intéresser à la qualification juridique et au statut du point de savoir s'ils sont ou pas en lien de subordination, c'est une question passionnante, en tout cas qui intéresse des gens comme moi, mais ce qui compte, c'est de regarder ce qui se passe dans l'univers du salariat. 80% encore de nos compatriotes exercent leur activité en contrat de travail, mais ces contrats de travail ont des têtes très, très, très différentes, à telle enseigne d'ailleurs que plus d'un tiers d'entre eux ne passent pas en année 2. Pas uniquement parce qu'on les licencie, mais parce que les personnes sont confrontées à une forme de compression du temps, à une forme de désir sur lequel nous reviendrons, question essentielle aujourd'hui et qui caractérise le moteur de ce qu'est un salarié de nos jours. Donc voilà ce réceptacle qui a été très efficace au XXe siècle parce que non seulement c'était la forme du travail, mais surtout c'était le réceptacle de toutes les protections, de la reconnaissance sociale. Celui qui est titulaire d'un CDI, il a droit à la reconnaissance sociale et mieux que ça, il a accès au logement, il a accès au crédit, à la différence des autres. Voilà pourquoi il y a une véritable nécessité de remettre en cause notre édifice magnifique. Et plus que cela,
Depuis les années 90-2000, nous sommes rentrés dans l'ère de l'injonction à l'adaptation. Confrontés à la mondialisation et à la financiarisation, la flexibilisation, par un terme assez laid d'ailleurs, du droit du travail a été mise en œuvre. On a facilité les plans sociaux, on a encouragé le dialogue social, très bien. Et cette injonction d'adaptation, elle s'est appliquée à l'individu et à l'entreprise. En réalité, nous avons quitté à bas bruit, sans qu'il n'y ait d'annonce dans les journaux, nous avons quitté le monde stable et pérenne, qui était celui qui avait permis de créer cette figure magnifique, pour entrer dans un monde instable, rapide, comprimé, incertain. Ai-je besoin d'illustrer ce que je veux dire par là? Les éléments et les événements les plus récents, notamment la crise de la pandémie, pourraient constituer cette espèce de wake-up call que nous avons tous partagé. Les temps avaient changé. Par conséquent, avant d'entrer plus avant sur les conséquences de cette instabilité qui modifie atrocement le rapport au temps de l'individu et le rapport au temps de l'entreprise avec le court terme et le très long terme, avant d'entrer sur ces conséquences-là, examinons ce qui s'est passé pendant ces confinements. Revenons-y, mettons-y des mots. D'abord, la succession des confinements, et je parle du premier, celui du 16 mars 2020, a agi comme une destruction massive de collectifs dans l'entreprise. En réalité, c'est ça le point principal. C'est qu'on a détruit du jour au lendemain ce que vivre ensemble dans l'entreprise, tous ensemble, voulait dire. Du jour au lendemain, l'injonction obligatoire était chacun chez soi, pour de bonnes raisons, je ne discute pas. Mais il est clair que la conséquence, c'est que la cohésion sociale de chaque entreprise et sa culture s'est trouvée volée en éclats. Et en fait, tout ce qui faisait sens, le sens et la culture de l'entreprise se sont évaporés sous l'effet du masque et de la distanciation sociale qui n'a pas pour effet uniquement d'enfermer chez soi, mais également en soi. Ce repli, nous l'avons vécu, nous l'avons vu, parce qu'il était nécessaire de se replier, et donc il n'y a rien de plus orthogonal par rapport à la culture d'entreprise. Tout d'un coup, chacun devenait un risque pour l'autre. Je parlais à un salarié, devenait un risque pour l'autre et il avait besoin d'être réciproquement protégé. Ça a de fortes incidences, ça. Parce que cela voulait dire qu'interagir avec mon collègue, en vrai, c'était s'exposer à des risques. Notre niveau de suspicion, on n'avait pas besoin de cela pour l'augmenter. Mais il n'empêche que c'est ce qui s'est passé. On a rendu hors la loi ou subversif tous les moments de jovialité informelle, depuis la cafette en passant par les départs en retraite, par exemple. On a transformé les sites des entreprises en des univers spectraux, où il fallait suivre pas à pas les marques au sol sans avoir le droit de revenir en arrière. Dans le même sens. On lisait chaque matin, fébrile, les questions-réponses du ministère du Travail qui effectuait sa livraison. Je vous rappelle de ce que vous l'avez vécu. Je ne suis pas en train de raconter un scoop, mais je vous remets dans le feeling. Voilà ce qu'on a fait. Et donc, forcément, on a pu observer que ce télétravail forcé, par temps de crise, a pu être mis en place sans rébellion. Évidemment, encore une fois, la peur a pu colmater les effets. Mais ça, c'est qu'une seule partie des travailleurs, un tiers. Grosso modo, le télétravail à la maison dans une forme d'isolement forcé avec des interactions intermédiées par Zoom ou Teams n'a concerné qu'un tiers de la population au travail. Un autre tiers a été invité à probablement réfléchir sur lui-même et sur l'utilité de son job en tant que titulaire de droit d'activité partielle. Et donc il s'est retrouvé chez lui sans activité, ce qui était plutôt bien en termes de protection financière, j'en dis ce qu'on vient pas, mais ils ont été rendus à la nature sans bosser ou beaucoup moins. Et quant au troisième tiers, celui qu'on a valorisé, il a travaillé d'arrache-pied sur les fameuses lignes de front, et de lui on parlait, et de lui on a parlé. Et évidemment, ce troisième tiers a porté à bout de bras notre société de l'isolement. On en a beaucoup parlé et on en parle beaucoup moins. Sortie de crise, avec ce rapide descriptif que je viens de vous faire,
est-ce qu'on peut s'imaginer que le retour au travail pouvait s'effectuer crème? Pas complètement, parce que dans chacun de ces 3 groupes, forcément, les questionnements ont surgi, les attentes ont mûri, et dans le fond, cette espèce de sentiment d'urgence de ce à quoi je sers, de la nécessité de travailler, c'est en réalité développé par, bizarrement, à l'occasion d'un moment de la dilatation du temps, où le temps, on n'en savait que faire, puisqu'il nous servait à, dans le fond, réfléchir, puisqu'il ne fallait pas bouger. Or, notre vie, elle est faite de mobilité, d'empilement des moments, de capacité d'agir sur plusieurs fronts en même temps, ce qu'on appelle le don d'ubiquité, grâce à ces technologies qui nous augmentent. Alors forcément, aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, à l'époque et aujourd'hui, je pense qu'on est encore dans une situation où le jury délibère sur les effets réels de tout cela. On ne peut pas dire que c'est terminé. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que revenir au temps d'avant, c'est-à-dire revenir à quelque chose qui était d'une évidence folle et sur laquelle il n'y avait pas besoin de disserter, c'est que revenir au travail ne s'impose plus comme une évidence. Je veux parler sur le lieu de travail. Ce n'est plus une évidence. C'est quand même un comble. Genre, le lieu de travail, c'est le degré zéro du lien de subordination. C'est le degré zéro de être tous ensemble pour œuvrer, pour atteindre un objectif qu'on s'est donné. Tous ensemble. Lieu de travail, le travail est devenu un sujet. Il s'est brouillé, ce lieu. Et il s'est brouillé de plusieurs façons. Il s'est brouillé d'abord parce que, est-ce que j'ai vraiment besoin de revenir, moi ? J'ai réussi à bosser de là où j'étais, tout s'est bien passé, tout le monde est content. Pourquoi reviendrais-je? Pourquoi faire? 2, il y a toujours la peur. 3, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide, et ça c'est assez nouveau dans la relation salariale, c'est moi qui décide. Et puis, du côté des entreprises, évidemment, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à ce sujet-là. Alors, il y a eu la frénésie de la restitution des tâches. On les rend aux bailleurs. Économie, génial, etc. Attention. Attention, cette première action, finalement, s'est trouvée ralentie. Mais on a pensé à quelque chose de plus astucieux et qui montre à quel point les frontières sont brouillées. C'est qu'on est en train, et là je pense que c'est l'époque, c'est la période du moment qui s'y intéresse, c'est de s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait. Ce qui est intéressant, c'est que le lieu de travail est devenu la marque, la preuve de ce qu'il faille réfléchir sur le travail dit présentiel. Ce qui est quand même un comble. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire. On est en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire ensemble. On a passé toute notre vie à être ensemble. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire finalement? Eh bien, on va interagir, on va se voir. Oui, mais quel jour? Ça dépend. Oui, d'accord, mais moi, je veux pouvoir... d'abord, moi, j'habite Marseille, maintenant. D'accord? Et quant à moi, là, c'est pas possible. J'habite dans un 40 mètres carrés, j'ai femme, enfant, chat, machin. J'ai besoin d'aller au bureau. Et j'y tiens. Parce que je déteste le télétravail. Parce que le télétravail, c'est un univers carcéral. Parce que c'est un boulet. Parce que j'ai besoin de voir des gens. Parce que j'ai besoin du transport. J'ai besoin de ces moments qui me permettent de dire pas travail, travail. Ah oui, de plus en plus simple, cette affaire. Et moi, c'est 2 jours, moi, c'est 3, enfin bref. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On négocie. On négocie, oui. Donc, c'est cette question que je voulais soulever auprès de vous pour vous dire qu'évidemment, je n'ai pas les réponses, sinon je ferai un autre boulot. Je vendrai les dispositifs de 0 à 5 jours, au gré de tout, et le tout dans une magnifique ambiance de fluidité. Ça, hélas, c'est pas dans mon escarcelle. Mais je vois les problèmes. En tout cas, je me pose la question. Et ce que je trouve néanmoins intéressant, et j'attire l'attention à qui serait employeur dans la salle, c'est que, à force de parler du télétravailleur, aux volontés indéfinies ou infinies, aux exigences folles, il y a le travailleur normal, celui qui ne peut pas télétravailler. Et là, s'agissant de la cohésion sociale, c'est un vrai sujet. Parce qu'il est évident que quand on construit des immeubles, quand on travaille sur site, parce que le site exige notre intervention, le télétravail est quand même assez problématique. Et là, très sérieusement,
j'attire l'attention sur le fait qu'on risque de laisser sur le bord et sur le banc une véritable fracture dans l'entreprise. Ce qui veut donc dire que la présence au travail nécessite qu'on y travaille. C'est-à-dire que c'est moins les droits, les machins, les prises en charge, les jours, les comment je veux, etc., du télétravail, que de se dire, mais ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? Et de fait, sur l'entreprise, dans le lieu de l'entreprise, on a pu observer des modifications de structuration des lieux de travail. C'est-à-dire qu'ils sont, là encore, les frontières, ce ne sont plus des lieux dédiés exclusivement au travail, mais des lieux où on peut faire, on peut participer ou mettre en place aussi sa vie personnelle, y mettre un bout de sa vie personnelle, de la même façon que chez soi, on a poussé les murs pour faire de la place au travail, les lieux deviennent brouillés et tous les lieux sont enchevêtrés et dédiés ou au travail et ou en même temps aux activités personnelles. Donc, brouillage de frontières sur site, on voit même mieux que ça. Sur les sites, on voit aussi l'idée qu'on pourrait ouvrir carrément l'entreprise aux passants. C'est-à-dire imaginer des services qui soient intégrés dans les sites, dans les sièges sociaux, des cafés ouverts au tiers, des genres conciergeries diverses ou services divers, pour montrer que l'entreprise est dans l'écosystème. Et donc, imaginer pouvoir agir sur l'envie, parce que maintenant c'est l'envie qu'il faut susciter aux collaborateurs de rejoindre son site de travail. On est en train de parler d'une envie. Dans le temps, c'était une injonction, tu viens. Aujourd'hui, c'est « ah ouais, j'ai envie d'y aller quand même », parce qu'il va se passer des choses, parce qu'on va interagir. Et parce que aussi, donc, j'ai attiré votre attention sur la question de la destruction massive de cohésion sociale, mais j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on est toujours dans le désir d'interaction tout court. On a besoin d'échanger entre nous. Alors certes, avec des frottements, avec des fâcheries, mais on a besoin de se voir et de se toucher. Ces questions-là sont extrêmement importantes et évidemment, elles dépendent aussi de la situation des uns et des autres. Je veux parler des entreprises les unes les autres qui ne sont pas comparables les unes entre elles. Ça dépend de la typologie de personnel, l'âge moyen, l'activité. Enfin, c'est formidable. On est rentré dans l'ère de la diversité. Alors, du côté du salariat, je voulais souligner maintenant ici les paradoxes, ce que j'appelle les paradoxes d'un individualisme souverain. Parce que pendant ce temps-là, alors que les citoyens, consommateurs, les élèves, les enfants, tout ce qu'on veut, tout le monde, se trouvent munis, augmentés par disons, le smartphone, pour prendre qu'un seul objet mythique qui est né en 2007, donc c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, fait qu'au-delà du fait que les plus jeunes ont des doigts désormais palmés et en ventouses, au-delà de ça, nous autres plus vieux, on s'y est mis quand même, il ne faut pas avoir l'air idiot, et parce qu'on a besoin de participer à la vie. Les réseaux sociaux, le fait que l'on puisse vocaliser, le fait avec des heurts et malheurs, je ne reviens pas là-dessus, ce n'est pas mon sujet, mais tout ça pour dire que ce que je dis, ce que je pense, ça compte. Et ce que je dis, ce que je pense, ce n'est pas uniquement pour commenter telle ou telle information ou faire un truc sur YouTube. C'est aussi dans l'idée que dans mon rapport au travail, je ne vais plus me laisser faire. Il n'en est plus question. Et de fait, je reviens au passé. Le travail, c'était à la fois un statut économique, un statut social, un statut tout court. Aujourd'hui, c'est l'impact. Aujourd'hui, en plus de ce que je viens de dire, c'est l'impact. Non seulement à quoi je sers, mais quel impact de mon activité. Alors, il en résulte toute une kyrielle d'exigences. La mission, elle doit être super top, elle doit être tout le temps super top. Une sorte d'impatience ontologique. Et ce n'est pas uniquement l'âge, d'ailleurs. Je veux bien que ce soit plutôt l'âge. Évidemment, plus on est jeune, plus on est impatient. Mais cette idée qu'il faut que mon activité non seulement serve, mais en plus soit enthousiasmante, traverse les générations. Et c'est en cela que cette dimension est assez forte. Par ailleurs, on attend du chef, le malheureux, le manager, on attend un management empathique, bienveillant, un peu façon coach. Il faut qu'il soit là pour légitimé par le fait qu'il sache mieux, mais pas parce qu'il nous donne des instructions, mais parce qu'il sait faire coopérer les uns aux autres, parce qu'il sait mettre en réseau les uns aux autres. Donc voilà le type de manager qu'on souhaite pour pouvoir
s'épanouir, et parce qu'on a des choses à dire, et parce qu'on veut les revendiquer. Et puis surtout, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, j'en ai parlé à l'occasion du télétravail, c'est un des motifs pour lesquels le télétravail agit comme une forme de, de symbole, soit de mise à distance du travail, il est à distance, soit d'une manière de prendre la place qui convient par rapport à mes propres obligations, suggestions, envies, etc., et nécessités personnelles. Ce qui me fait ouvrir une petite parenthèse. Si on s'imagine, le temps, j'espère, me donnera raison, si on s'imagine qu'on peut organiser le télétravail comme on travaille sur site, c'est une erreur absolue. Je m'explique, 9h, 5h derrière son truc, et faire exactement les horaires qu'on fait d'habitude au bureau, si c'est pour faire ça, si c'est pour faire la même journée de travail, bah autant aller au bureau. Je veux dire par là que ça n'a d'intérêt, le télétravail, que parce que je peux créer des moments asynchrones. Vous comprenez ce que je veux dire? Et du coup, quand je vois des entreprises, enfin plutôt quand je lis ce que la CNIL dit de certaines entreprises avec des histoires de contrôle, avec ça c'est très français, ça, le contrôle, là, je ne les vois pas, il faut que je les vois. Donc je vais mettre des catcheurs de tac, 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 tac pour m'assurer qu'on tape bien sur la machine, des caméras pour m'assurer qu'il est bien là et que ce n'est pas, je sais pas, un clone ou qu'il est... C'est terrible. Je veux dire, si c'est pour faire ça, il vaut mieux donner instruction de revenir au bureau complètement. Voilà. Ça veut dire que le télétravail est assez incompatible avec, je vais le dire assez froidement, avec les dispositions du temps de travail qui existent dans le Code du travail, qui était fait pour quoi? La civilisation de l'usine. Or, dans la civilisation numérique, c'est ce qu'on est en train de faire comme mouvement, sachant qu'on n'a pas encore dit que le droit s'adaptait à la civilisation numérique, mais dans la civilisation numérique, le temps, il faut des garde-fous, etc., puisque ça participe des pathologies aussi. Mais fondamentalement, le temps, il ne peut pas être à la minute, à 19h17 ou à 6h03. Non, il ne se passe rien de spécial. Enfin, il peut se passer plus ou moins, ça dépend. C'est fluide. Cette question est fluide. Et donc, c'est un sujet juridique extrêmement compliqué. Déconnexion, droit au repos, etc. Isolement, impact sur la santé. Et ça, c'est absolument majeur. Et comment le régler? Le mieux possible. Parce que sinon, qui est responsable? L'entreprise. Voilà. Donc, on connaît le programme. À telle enseigne que je me suis intéressée aussi à la partie management. Il ne vous aura pas échappé que actuellement, le marché du travail est sous tension, qu'on a du mal à trouver du personnel, quel que soit l'échelon, quel que soit le type d'activité, depuis l'hôtellerie, la restauration, à des activités de l'économie dite du savoir. Il y a énormément de tensions. Et c'est intéressant d'entendre et de voir les DRH dire « Ah ben moi j'intègre toutes ces unicités. Donc chaque individu avec ce qu'il est, comme il est, je l'intègre. » Et de fait, c'est une revendication des salariés. Il y a une revendication de prendre en soi, enfin de prendre qui je suis comme je suis. C'est ce désir d'égalité, d'inclusion, de diversité, et qui est vraiment porté comme une très forte demande. Et donc ça veut dire que la norme a du mal à encapsuler tout cela, parce que chacun veut un petit programme personnel, de tout, des rapports entretenus avec lui. C'est très nouveau, cette façon de gérer, qui rend encore plus difficile la question du dialogue social générant des normes collectives et générales. C'est une difficulté que l'on voit poindre, notamment au titre des récriminations ou des revendications lorsque des difficultés au titre de la santé au travail, au titre de harcèlement, est souligné. On voit bien qu'il y a quelque chose qui tient au fait que c'est moi qui suis en cause et pas en général, mais c'est moi, dans mon rapport avec lui, ou elle, ou eux, et c'est ma manière de voir les choses qui compte. C'est très difficile à appréhender. Donc, aujourd'hui, le constat final là-dessus, c'est qu'on se trouve confronté à un engagement à géométrie variable, ce qui participe de la diversité. Je m'explique. On a affaire soit en quelque sorte le missionnaire soldat, qui est encore ce qu'il était, enfin qui était un peu celui qu'on connaissait dans le temps, c'est-à-dire qui attend beaucoup de la promotion sociale, d'attendre les étapes, patient, lui, d'accomplir une forme de carrière, jusqu'au mercenaire tout court qui vient dans une stratégie bien comprise de carrière fractionnée et qui vient apprendre à fond ce qu'il peut
dans une approche façon zapping ou swipe, qui vient apprendre quelque chose qui lui est utile, telle une brique, pour la constitution de sa carrière. Et c'est très bien, puisqu'on passe notre journée à expliquer qu'il faut s'adapter, il faut faire vite, il faut faire des choses, il faut être sur la balle, etc. Donc forcément, c'est difficile d'intégrer toutes ces personnes en même temps. Et je voudrais faire un tout petit point sur ce que l'on voit poindre, en tout cas médiatiquement, mais qui est pas si, qui est très minoritaire, mais qui n'est pas si anecdotique que ça, ce qu'on appelle les déserteurs. Le agrotech, HEC, Centrale, Sciences Po hier, Polytechnique aussi hier, où on vient expliquer, attendez là, ça ne va pas du tout, au-delà de ces injustices sociales qui s'empilent, de ce capitalisme qui ne fait que prospérer, etc., dans le cadre d'un sujet relatif à la transition énergétique et à la décarbonation des économies, moi, je ne veux pas participer à ces horreurs. Moi, je veux changer le monde. Alors moi, soit je déserte, littéralement, et je vais un peu, comme il y a très longtemps, dans le Larzac, etc., mais là, encore plus loin, et faire des choses qui ont un impact immédiat sur un environnement proche que l'on peut contrôler et voir mûrir, soit une autre forme de désertion, c'est celle qui consiste à le faire de l'intérieur. Donc cette idée qu'entrant dans l'entreprise, je vais pouvoir, moi, m'attaquer à ce vrai-faux greenwashing, ou plutôt considérer le passé au tamis de l'analyse du point de savoir si ce qu'on nous raconte est vrai ou pas. Voilà du côté des salariés. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dirait, bon, d'accord, ok, c'est une injonction à la liberté, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ok, c'est un peu ça ce que je suis en train de vous dire. Mais dans le même temps, on rappelle un vieux mantra, dans le même temps, la demande de protection est au top aussi. Et pas des protections de dans 20 ans, etc., des protections ici et maintenant, là, tout de suite. Je veux d'abord, encore une fois, avoir le droit de pouvoir exprimer donc, la liberté de parole, donc une expression entière. Je veux pouvoir être protégé de la santé. Et point intéressant, j'ai observé que dans un des rapports récents, 65% des moins de 35 ans considéraient que le mot risque était à connotation négative. Je suis restée un peu interdite. Et c'était assez surprenant quand même que cette idée de risque, que l'on soit à ce point dans l'aversion au risque, alors même que nous sommes en train de parler d'une époque risquée. Eh bien non, protection, évidemment la santé, physique, ça paraît une évidence, et de fait, je vous rappelle encore une fois la kyrielle de règles que nous avons eu à suivre pendant cette période que nous avons connue, mais qui pourrait peut-être revenir un peu là. Et pour le physique, c'est une chose, mais c'est surtout pour le psychologique. La santé mentale au travail est véritablement le point principal, avec toutes les pathologies liées à depuis l'isolement, en passant par le burn-out du fait d'un excès de travail. Donc, sur ces questions-là, il ne s'agit pas, et c'est véritablement un point porté très très haut dans l'échelle des exigences, cette fois presque collectives. Donc ce point-là est assez important. Le deuxième point qui est important, c'est que face à cette demande d'individualisation du rapport au travail, il y a quand même des entreprises qui n'y sont pas tout à fait prêtes ou qui n'ont pas lu tous les journaux tout pareil. Enfin, je veux dire, qui sont un peu en retrait. On considère que les salariés, eh bien, dans le fond, il y a les conventions collectives et c'est déjà pas mal, et on fait ce que je dis. Il y a un peu ça encore. Donc c'est le deuxième frein. Et le troisième frein, c'est le troisième frein à cette liberté, c'est quand même cette revendication à bas bruit, au travers de la santé ou d'autres choses, mais de collectif. On veut aussi beaucoup de collectifs parce qu'on doit prendre des relations qu'on noue avec les autres pour ne serait-ce que créer un réseau, s'appuyer dessus pour la poursuite des carrières. Donc c'est très à géométrie variable et c'est une injonction, me semble-t-il, à imaginer devoir trouver des solutions sur le terrain par le dialogue social. Et ça tombe bien parce que depuis 2017, la loi dit aux entreprises « emparez-vous du sujet avec vos partenaires sociaux et vous allez pouvoir reconstruire un écosystème ». Et aujourd'hui, je pense que cette exigence est absolument au maximum. Figurez-vous que plus de 50% des dirigeants de ce pays, d'entreprises, considèrent qu'en effet, il y a lieu d'imaginer la mise en place et des impacts positifs de ce travail hybride. Très bien. Seuls 26% de ces mêmes entreprises consacrent du temps et des moyens à la réflexion sur tous les menus sujets que je viens d'évoquer. 26%. Donc en fait, on cause beaucoup, comme toujours. Parler, c'est agir, en quelque sorte.
Mais là, le sujet, il est vraiment, vraiment très, très important parce qu'il s'agit de conserver cette volonté de coopérer. Et on sait bien qu'aujourd'hui, dans le rapport qui s'est noué, il y a une nécessité d'entraîner les gens et les personnels à avoir envie de contribuer à la confection de l'objet social plutôt que de courir après en disant c'est comme ça, c'est moi qui donne des instructions. Un mot sur un autre acteur de cette affaire. Les entreprises. Donc les entreprises, je l'ai dit, les frontières se brouillent et vous allez voir à quel point, et la to-do s'allonge. Sur les frontières, on l'a dit, sur le lieu de travail, mais c'est quand même majeur, puisque quand même l'unité de temps de lieu et d'action était quand même le b.a.-ba, le vadémécum de toute entreprise qui s'entend normalement. Donc déjà, sur ce sujet-là, avec des conséquences multiples sur lesquelles je ne reviens pas, et notamment penser à la tête, si je puis dire, de ces lieux. Plus intéressant, vous vous souvenez comment on représentait une entreprise? En général, on faisait une espèce d'usine comme ça, avec des crantées, pas de fenêtre, pas de porte, et puis éventuellement un peu de fumée au-dessus pour faire usine. Vous voyez, et ça, c'était l'entreprise. C'est comme ça Enfin, moi, à la fac, quand j'étais petite, on faisait comme ça. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de mur, en fait, en quelque sorte. Il n'y a plus de mur à mains égards. On a abaissé les frontières de l'entreprise. Alors, je ne dis pas que tout le monde est dans la même situation. Encore une fois, c'est la diversité. D'abord, une entreprise coopère avec des tas de gens qui ne sont pas que des salariés. Je ne vous parle même pas des freelances, des partenariats avec les PME, des interactions avec des écosystèmes de communautés spéciales, que ce soit les consommateurs, par exemple dans les jeux, que ce soit les consommateurs tout court qui font le travail, par exemple quand on est aux caisses et qu'on s'en occupe soi-même. Tout ça, c'est des interactions nouvelles qui ne mettent pas en cause des salariés. Ce sont d'autres gens, d'autres cercles, évidemment les sous-traitants. Mais ça, les sous-traitants, on avait commencé en 90. Donc tout ça est quand même bien agencé par des nœuds de contrats et des nœuds de circuits d'information qui créent un écosystème normalement cohérent. À cela s'ajoute un autre truc, un autre phénomène, ce qu'on appelle la plateformisation de la société. Parce que la plateformisation de l'économie a ceci de particulier que grâce aux dons d'ubiquité et grâce, dans le fond, à cette technologie numérique, on est capable de créer et d'agencer des places de marché, par hypothèse, à l'extérieur de ces frontières. Donc, ces espèces de plateformes, en fait, elles empruntent à la fois aux entreprises, avec une marque, avec des salariés, avec des actifs immobiliers, avec tout ce qu'il faut et des contrats commerciaux, mais elles agencent leur activité en dehors d'elles-mêmes. Elles organisent la rencontre d'espaces d'intermédiation B2B, B2B2C, etc., etc. Donc, en fait, ça se passe en dehors de chez soi, si je puis dire, mais en créant des espèces de pointillés pour dire « ceci est une place de marché organisée par moi ». Ça change beaucoup de choses. Parce que c'est vrai des plateformes que l'on connaît tout court, mais c'est vrai de toute entreprise qui a tendance à se plateformiser et à offrir à l'extérieur d'elle-même des services. Donc ça, c'est une caractéristique assez saillante. Sur la to-do list, alors elle s'allonge. Il y a d'ailleurs, depuis ce matin, il va falloir augmenter forcément l'allocation annuelle pour le transport à automobile, enfin, comment dirais-je, à véhicules motorisés en sus de la prise en charge des frais de transport classiques. Donc ça a été décidé ce matin. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on se trouve confronté à une augmentation des obligations de l'entreprise qui relève pratiquement du prodige. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait belle lurette qu'on est sorti de l'approche friedmanienne, c'est-à-dire une entreprise, c'est fait pour faire des bénéfices, et si elle a le temps, elle s'occupera de 3-4 trucs pour dire qu'elle ne veut pas du mal au monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a renversé la proposition, c'est que pour exister, pour faire face à l'attente sociétale, il faut que le projet d'entreprise soit dûment accepté en quelque sorte et communiqué pour montrer à quel point l'on ne fait pas du mal à l'écosystème et qu'on est au contraire en prise et en charge avec le reste du monde. Alors on parlait de RSE, il y a aussi la vigilance, il y a la transition énergétique, il y a le bien-être dans lequel on est très au-delà de la qualité de vie au travail puisqu'il s'agit d'inclusion, diversité, égalité. Il y a l'impact social, évidemment la formation, les retraites, le partage de la valeur et les valeurs tout court. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif est large et les deux dernières lois dont nous nous sommes dotés, c'est une sur la santé et sur la prévention encore plus fine
de la santé au travail dans l'entreprise et une sur la transition énergétique qui fait que le moindre mouvement d'une entreprise en termes de business doit faire l'objet d'une consultation propre au titre des impacts environnementaux. Et cette attente, elle est très très forte. Elle est très très forte, évidemment, de l'interne, je viens de parler des salariés, mais aussi de l'externe. Je rappelle la loi Pacte de 2019, la raison d'être participe de cette espèce de choix de société où l'on veut que les entreprises très puissantes, très puissantes, surtout face à un État-providence affaibli du fait des dettes, on en est à pas loin de 3 milliards d'euros, donc forcément il faut bien que quelqu'un s'occupe des gens, de la société et de l'environnement. Donc ces injonctions extrêmement fortes et ces attentes très fortes posent des questions tout à fait intéressantes au-delà du... Je ne vais pas rentrer dedans, mais de tous ces aspects, vous les avez compris. Mais par exemple, est-ce qu'une entreprise doit faire de la politique ? Je lisais hier, vous avez entendu parler de la décision Dodds des États-Unis, c'est-à-dire celle qui vient renverser la jurisprudence Roe versus Wade, au terme de laquelle donc, tout le monde s'est planté sur la lecture du 14e amendement et que donc il n'y a pas lieu de protéger, il n'y a pas lieu de voir un droit fondamental au titre du droit à l'avortement. Immédiatement, les grandes entreprises du pays sont allées dire qu'elles prendraient en charge les frais de déplacement vers des hubs accueillants, genre Californie, pour traiter ces problématiques qui viendraient éventuellement frapper les salariés EES de l'entreprise. C'est très intéressant. D'abord parce que c'est une participation frontale à la vie politique. Ensuite, c'est une prise de position forte dans la vie politique. Et enfin, ça pose des questions sur l'individu, en fait. Enfin, sur l'individu au travail. Parce que ça veut dire, j'extrapole, je fais exprès de prendre cette anecdote, mais ça veut dire que moi, salarié EE de cette entreprise-là, là-bas, quelque part au Texas, il va falloir que j'aille voir avec mon chapeau la DRH en disant, écoutez, j'ai un petit sujet, j'aurais besoin de votre aide. C'est énorme quand même, en termes d'intrusion dans la vie personnelle. Et moi, le sujet de l'intrusion dans la vie personnelle, je reviens chez nous en France, où on n'est pas concerné par ça, mais on est quand même concerné par plein d'autres trucs. C'est déjà rentré dans nos mœurs, si je puis dire. Il y a déjà plein d'accords sur la manière dont on doit se nourrir, doit faire du sport, doit pas fumer, doit conduire, etc. Enfin, ça vous regarde pas, quoi. Enfin, mais ça participe de la santé au travail, c'est de la prévention, c'est de l'ouverture à des interactions différentes. Je suis l'animateur de vos vies. À suivre. Mais plus sérieusement, sur le front à la fois de la transition énergétique et du monde qui est le nôtre, il est clair que là, l'entreprise est attendue. Et alors, on se demande, mais alors l'État, l'État, il régule. Donc, l'État régule et l'entreprise se démerde. Parce qu'il va falloir faire quelque chose. Et par surcroît, je l'ai dit, les jeunes générations vous regardent. Alors, jusque-là, donc, dans le cadre de cet édifice qu'il faut reconstruire à l'aune de l'entreprise, donc c'est plus l'État qui donne des normes globales où tout le monde agit de la même manière, les règles s'appliquent pour toutes les entreprises. On demande aux entreprises de concocter un édifice économique et social et environnemental qui réponde aux besoins de l'urgence, enfin aux besoins en cours. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces magnifiques projets et sujets qui sont devant nous, dans le fond, à l'heure actuelle, se traduisent, je dois le dire, de là où je suis, par une sorte de regain de tension, de mal-être, enfin une sorte d'épidémie de mal-être, parce qu'il faut se souvenir aussi qu'il y a eu un très bon rapport de la Fondation Jean Jaurès et de la CFDT en novembre 2021 expliquant la fatigue de la société française à tous égards, et évidemment dans le milieu professionnel. Là, ils sont crevés, ils en ont marre, ils sont irrités, ils s'irritent, et puis on ne sait pas encore très bien interagir entre nous, on ne sait pas le faire encore tout à fait bien, entre à la fois ceux qui sont dans la petite pastille et ceux qui sont en vrai, et moi, il faut que j'arrive à trouver quelque chose de cohérent pour faire fonctionner tout ça. Donc tout cela crée des frottements, et des frottements qui se traduisent par des revendications de harcèlement moral et de souffrance au travail. C'est un peu la situation de l'époque et je le regrette. Très rapidement, un mot sur le surgissement de ce drôle de travail qu'est l'auto-entrepreneur, travailleur sur plateforme et autres statuts approchants. Aujourd'hui, quand même, c'est certes anecdotique
à l'aune des 80% dont je parlais, mais il y a quand même 2 millions d'auto-entrepreneurs aujourd'hui inscrits, dont une croissance de plus de 20% entre l'année 20 et 2021 2020 et 2021. C'est absolument considérable. Et donc il y a une forme soit par nécessité, soit par choix, d'attraction de ce statut, ou en tout cas de cette situation où l'on est en situation de devoir conclure des contrats commerciaux plutôt que des contrats de travail. À telle enseigne d'ailleurs que pour l'économie du savoir, celle des technologies, on a un mal fou à recenser le nombre de freelance. Le freelance, c'est la version positive de l'auto-entrepreneur. Enfin, je veux dire, c'est le côté content de l'être. Les chiffres, tenez-vous bien, je le regardais dans le dernier rapport de la DARES du mois de mars, les chiffres oscillent entre 200 000 et 1 million. Ah oui, quand même. Parce que c'est très difficile de les pister, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font, parce qu'ils empilent des boulots, etc. Donc c'est quand même important. Parce que s'il y en a, mettons, 500 000, on le fait à la louche, c'est qu'ils bossent quand même quelque part, et pas que pour eux-mêmes. Enfin, ils bossent pour des entreprises. Et de ce que j'ai pu voir, oui, en effet, ils travaillent pour des entreprises. À telle enseigne d'ailleurs qu'on parle bientôt d'inventer un chief officer dédié. J'ai un trou. Voilà, celui-là, qui s'occupe de CFO en quelque sorte, du freelance officer, et qui sera une sorte de DRH ad hoc. Alors, bon, moi, c'est bon pour mon business. Hein. Moi, je dis rien. Hein. Et puis, après tout, le point de savoir si c'est des salariés ou pas des salariés, en fait, là aussi, la frontière, elle est totalement brouillée. Mais enfin, on vient de passer 25 minutes sur le cas du télétravailleur à Marseille qui travaille pour une boîte à Issy-les-Moulineaux, qui ne vient plus jamais, qui passe sa vie à effectuer des missions et à réaliser des missions. Bah, ça ressemble assez diablement à celui qui est à la porte de Pantin avec son ordinateur avec une pomme à l'arrière et qui répond à des missions. Et lui, il est certes dépendant de son client, mais il est indépendant dans la manière de faire. Et le salarié, il ressemble un peu à ça, non? Il est un peu dépendant puisque c'est son employeur, mais il est vachement indépendant, non? Donc on est quand même dans quelque chose qui se brouille et qui me paraît être une guerre picrocolline, comme on les aime. Mais tout ça, c'est une guerre picrocolline tant qu'on n'aura pas... Enfin, jusqu'à ce qu'on crée les conditions d'un fonctionnement réconcilié entre les actifs. Ça veut donc dire quoi? Les protections. Les protections non seulement sociales, etc., mais elles sont en cours. Le RSI a rejoint le régime général, le régime de chômage est mis en place pour les indépendants, les prévoyances et les mutuelles sont en cours de mise en place au travers des décisions qui ont été prises par la loi de financement de sécurité sociale de l'année dernière. Donc tout ça est en train de s'arranger. Je termine rapidement pour dire qu'en fait... si on se prolonge dans ce qu'on appelle le future of work, je ne sais pas pourquoi on ne le dit jamais en français. Bon, donc dans ce future of work, certaines études mettent en valeur le fait qu'en 2035, on serait probablement appelé à empiler à peu près 2,35 emplois. Alors le mot emploi, attention, c'est pas le mot emploi du XXe siècle. 2,35 emplois, c'est-à-dire 2,35 types d'activités faites de manière aléatoire dans la journée, voire dans la semaine, voire dans le mois, donc de manière très fluide. Pourquoi? Parce qu'on serait tous intermédiés par cette technologie très fluide qui nous permettrait de dire voilà ce à quoi voilà ce qu'il faut faire, etc. Donc tout l'enjeu est de rendre, tout l'enjeu du moment, c'est de revenir sur ce que travailler veut dire, comme je l'avais dit en intro. Jusqu'à présent, c'était un hold-up. Le travail, c'était le synonyme de salariat, c'était le synonyme d'emploi. C'était ça ce à quoi on a assisté au XXe siècle. C'était une restriction du sens. Aujourd'hui, toutes les formes d'emploi et les formes d'utilité, qu'elles soient dédiées à la communauté, qu'elles soient dédiées aux personnes les plus fragiles, comme j'allais dire à la conquête de l'espace, tous ces caractéristiques participent à ce que travailler veut dire. Donc, il nous appartient, me semble-t-il, de trouver les moyens qui, s'empilant les unes aux autres, permettent d'offrir des perspectives et des mécanismes
de travail et de protection qui serait évidemment à l'instar de ce qu'on en a imaginé au titre de comptes personnels de formation, de comptes individuels, de pouvoir recenser comme un poste de pilotage tous les droits qu'on empile et permettre ce voyage entre divers emplois et divers statuts. Je rappelle qu'en réalité, on devrait se réconcilier tous autour de la figure essentielle et qui constitue le carburant du siècle, à savoir la formation. Si on ne forme pas les gens, et ça, on ne le faisait pas. Je sais que c'était déjà une obligation fondamentale depuis 1971, loi Delors, mais tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, c'est vital. C'est juste vital. C'est criminel que de ne pas s'en occuper. Donc, on devrait avoir des gens dans la rue qui marchent pour dire « je veux de la formation ». Ça, on le voit rarement. Mais pourtant, c'est le carburant du siècle. Et ce que certains jeunes sémillants, etc., ont compris, c'est ça. Ils passent leur vie à apprendre des tas de trucs, etc., à s'essayer à des choses, et ils empilent des droits, etc. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à produire, et on y arriverait. Et j'en terminerai 2 mots pour dire que si d'aventure on avait eu à créer aujourd'hui une société du travail sans avoir le XXe siècle, j'oublie le XXe siècle, pas facile, hein, mais enfin j'oublie, il est probable qu'on n'aurait pas érigé le CDI comme tout en haut de l'échelle de Richter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une diversité de caractéristiques saillantes qui sont diverses les unes des autres, mais qui participent peu ou prou de la figure, pourquoi pas du CDI ou d'autres. Mais en tout cas, on n'aurait pas cette forme hégémonique et unique tout en haut. Deuxième point, on n'aurait probablement pas non plus assorti toutes les protections à la notion d'ancienneté. On a besoin de donner des droits immédiatement parfois, soit à des très jeunes, soit à des gens plus anciens, parce qu'il va falloir qu'ils travaillent peut-être un peu plus. J'ai rien dit sur la retraite, mais ce que je veux dire, c'est que les protections, il faut qu'on les dispense autrement. Et troisième point, il est évident aussi que le lien de subordination fait kiffer personne. Je veux dire, c'est quand même le seul contrat encore qui est dans la logorée habituelle, le seul contrat dans notre vie en société, même chez les mômes, à l'école, adossé au devoir d'obéissance, ça n'existe plus. Bah, sauf dans le contrat de travail, c'est quand même un comble. Donc il est probable qu'on n'aurait pas mis en exergue cette caractéristique saillante pour caractériser un contrat de travail. Il nous faut redéfinir le contrat de travail par une autre caractéristique, peut-être la circonstance d'une expérience apprenante, qui sait. Je terminerai en dire juste une phrase que j'avais écrite dans une tribune récente que j'avais publiée il y a 2 mois, et je terminais ma phrase de la manière suivante, enfin mon topo, en disant ceci. De même, il faudra repenser les modalités de la portabilité individuelle de tous les droits sociaux de statut à statut afin d'en favoriser l'accès pour tous. C'est à la société civile et au pouvoir public de poursuivre ce débat sans nostalgie. Je vous remercie.